Bonjour, chers Rebel Capitals. J'espère que vous allez bien. Grande journée aujourd'hui. C'est le jour des élections et je vais vous dire maintenant pourquoi je pense que vous devriez être un électeur à un seul enjeu et pourquoi je pense que cette élection est incroyablement importante. Vous savez, à chaque élection, ils disent que celle-ci est la plus importante de l'histoire. Peut-être, peut-être pas, mais je peux dire avec 100% de confiance que celle-ci soit la plus importante de l'histoire. Nous devrons voir, mais elle est incroyablement importante. Les raisons dont je vais parler maintenant. Allons-y. Et le seul enjeu auquel je fais référence est la liberté d'expression. J'ai donc eu cette conversation avec mon bon ami, Mike Maloney. Nous étions à Las Vegas. En fait, cela pourrait avoir été une conversation avant cela, mais j'ai vu Mike beaucoup. Dernièrement, ce qui est fantastique. Mais nous parlions du système éducatif et de la façon de résoudre ce qui se passe avec cet agenda woke et tout ce que vous savez déjà à ce sujet. Je prêche à des convaincus et la conclusion était que la liberté d'expression résout cela. Vous savez, c'est beaucoup comme ce dicton sur Bitcoin dans la communauté Bitcoin, où les maxis disent toujours, eh bien, Bitcoin résout cela. Quoi que ce soit, Bitcoin résout cela. Et dans une certaine mesure, je suis pareil. Avec la liberté d'expression, surtout avec Internet. Car peu importe à quel point le système éducatif est mauvais, et peu importe à quel point les enseignants sont fous, si nous avons la liberté d'expression et un discours ouvert, si nous permettons des opinions dissidentes et que ces personnes sont réellement entendues, alors, sur de courtes périodes, oui, nous pouvons absolument sombrer dans la folie, mais je pense qu'à long terme, les gens reviennent à la raison. Par exemple, vous savez, Josh est en direct en ce moment. Josh a 20, 21 ans, quelque chose comme ça. Josh, quel âge as-tu? 22. 22, d'accord. Alors, combien de ce que tu sais aujourd'hui as-tu appris? Je ne pense pas avoir appris quoi que ce soit au lycée. D'accord. Donc, voici mon point. Tout ce que Josh a appris, il l'a pratiquement appris sur Internet et en se connectant avec des personnes réussies et pas trop de personnes éveillées dans cette foule. Donc, les enseignants n'ont pas pu le laver de cerveau, c'est mon point, car il avait Internet à sa disposition et nous avions la liberté d'expression. Nous n'avions pas, eh bien, nous avions de la censure, mais heureusement, nous n'avions pas de censure au point où Josh ne pouvait pas entendre la vérité. Et c'est ce que je pense être très important. Je veux dire, en ce moment, par exemple, en Australie, ils proposent des lois qui rendraient illégal de critiquer leur banque centrale. Réfléchissez à cela. Je veux dire, regardez ce chapeau que j'ai ici. Si j'étais en Australie, ce chapeau pourrait être essentiellement illégal. Je pourrais être jeté en prison pour avoir ce chapeau juste dans ma vidéo, sans parler de le porter ou de le distribuer aux gens lors de Rebel Capitalist Live, ce que je fais, ou de le vendre. Je ne me souviens plus si vous le distribuez ou le vendez, mais vous voyez mon point, tout tourne autour de la liberté d'expression. Maintenant, est-ce que j'aime Trump? Pas vraiment. Vous savez que je n'aime pratiquement pas tous les politiciens. C'est juste à quel point je les déteste. Je pense que ces politiques économiques sont complètement folles, mais celles de Kamala sont tout aussi folles, sinon plus. Et donc, je pourrais énumérer les raisons pour lesquelles je n'aime pas Trump ou pourquoi je l'aime, et je pourrais énumérer les raisons pour lesquelles je n'aime pas Kamala Harris. Je ne sais pas s'il y a quelque chose que j'aime vraiment chez elle, mais au fond, rien de tout cela n'a vraiment d'importance quand on compare ces problèmes ou politiques avec leur politique sur la censure et la liberté d'expression. Vous savez, Trump est de loin le meilleur sur cette question. Donc, ce que je veux faire dans cette vidéo, c'est remonter dans le temps parce que, vous savez, je ne suis pas vraiment un passionné d'histoire. Je ne suis pas très bon en histoire. Comme la plupart d'entre vous le savent, j'ai presque échoué au lycée. J'étais à peu près le pré-Josh. Mais malheureusement, à l'époque, nous n'avions pas Internet. Mais je n'avais pas non plus à faire face à tous les enseignants éveillés. Donc, je veux remonter dans l'histoire parce que j'ai fait des recherches pour cette vidéo, ce qui est rare. Et j'ai été surpris de constater que la liberté d'expression est, si, ancrée dans l'histoire des États-Unis, même avant la Constitution. Mais je pense qu'il existe de nombreuses preuves qui pourraient vous amener à la conclusion que
Si vous êtes contre la liberté d'expression ou si vous êtes pour la censure, vous êtes en réalité anti-américain. Ce n'est pas seulement anti-américain de vouloir censurer la désinformation, par exemple, c'est en réalité anti-américain. Cela va à l'encontre de presque tout ce sur quoi notre pays a été construit. C'est l'une des principales raisons pour lesquelles les gens sont venus ici au départ, et cela remonte bien avant les années 1780 et 1790. Vous savez appeler cela la Révolution américaine. Donc, laissez-moi, j'ai trouvé cet article que je pense que vous allez trouver fascinant. Passons en revue cela. Il est extrêmement important de comprendre sur quoi ce pays a été construit lorsque vous décidez, vous savez, pour qui voter. Parce que je pense que beaucoup de cela n'est que du bruit. Vous savez, Trump sort et dit simplement ce qu'il veut dire. Qui sait? Vous savez, Kamala Harris n'est fondamentalement qu'une marionnette, mais ils ont cette politique, vous savez, que ce soit des tarifs ou des contrôles de prix, et ça, et je suis pour l'avortement, bla 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 bla, peu importe, d'accord? Pour moi, c'est à peu près tout du bruit. Voici le signal. Quelle est votre position sur la liberté d'expression et la censure? Passons à cela et vous verrez à quoi je fais référence. En fait, tout d'abord, je pense que ce tweet de Luc Rudowski résume très bien la situation. J'ai vu pas mal de gens porter ce t-shirt dans les aéroports, rendre la fiction d'Orwell à nouveau populaire, et en quelque sorte, la base de ce que j'essaie de dire ici est cette pression que vous avez vue. Encore une fois, je sais que je prêche des convaincus sur la nécessité de censurer la désinformation et la malinformation. Et bla 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 bla. Depuis 2020, les personnes qui ont été les plus coupables de propager de la désinformation sont les entités qui accusent d'autres de propager de la désinformation. Un excellent exemple ici, les médias traditionnels, Bloomberg. J'ai tweeté cela hier soir. La désinformation imprègne l'élection présidentielle américaine de 2024 à une échelle sans précédent. Vraiment. Eh bien, tout d'abord, comment le savez-vous? Comment quantifiez-vous cela? Et deuxièmement, si la désinformation imprègne les États-Unis de 2024, l'élection présidentielle, elle provient directement des médias traditionnels. Cela vient de personnes comme Bloomberg qui accusent les plébéiens ou la Russie ou Poutine ou peu importe de propager cette désinformation et malinformation. Ce sont eux qui le font. Cela revient à ce que dit Barnes. Je connais un bon pote, Roger Barnes, que quelqu'un m'a dit qu'il tenait d'un psychologue. Yoon. Yoon, si je le dis correctement, vous savez de qui je parle, mais c'est la confession par projection, la confession par production, projection. Chaque fois que vous voyez quelqu'un parler de comment nous, comme Hillary Clinton par exemple, devons censurer la désinformation, nous devons censurer cela, censurer cela, censurer ceci. Ce sont eux qui sont les plus coupables de mentir. Et les gens aujourd'hui, si vous n'étudiez pas l'histoire, vous pouvez rester là et vous pouvez en fait justifier cela. Eh bien, peut-être, je ne sais pas, peut-être devrions-nous censurer la désinformation, peut-être avons-nous besoin de la police de la pensée là-dehors, peut-être que c'est bénéfique, je veux dire, mon Dieu, si les gens disent quelque chose de faux sur le médicament contre la maladie de Servasius, eh bien, cela peut mener à de mauvaises choses. C'est la justification. En fin de compte, l'argument est toujours, toujours, toujours. Si nous ne censurons pas les gens, cela va être dangereux pour la population en général. Et nous allons revenir dans l'histoire ici au début des États-Unis, mais c'est toujours, toujours l'argument. Et ce que nous voyons, à chaque fois, ce sont les personnes, les entités, qui plaident en faveur de la censure, qui s'opposent à la liberté d'expression, qui sont toujours les méchants. Toujours 100% du temps. Ils sont toujours du mauvais côté de l'histoire. Les personnes qui se lèvent et se battent pour la liberté et la liberté d'expression sont toujours les bons. Ce sont toujours les personnes qui ont été du bon côté de l'histoire. Alors, pourquoi aujourd'hui serait-il différent? Entrons dans cet article. Et vous allez être époustouflés
Je sais que je l'étais par les parallèles entre ce que nous avons vécu dans l'histoire américaine et ce que nous vivons aujourd'hui en 2024. Je veux faire un clin d'œil ici, c'est learnliberty.org. Donc, si vous faites juste, je suppose que si vous recherchez cela sur l'histoire de la liberté d'expression en Amérique, cet article apparaîtra. Je vous recommande fortement de lire l'intégralité, c'est fantastique. Mais j'ai parcouru et mis en évidence certains des points clés. Tout d'abord, il parle de la façon dont la liberté d'expression est quelque chose de très unique à l'Amérique, du moins la façon dont nous le formulons ou notre vision du monde. Entrons dans le vif du sujet. Les Américains ont un droit constitutionnel de présenter des idées dissidentes, des idées dissidentes. Donc, si vous croyez que les masques sont des absurdités, c'est une idée dissidente. Et rappelez-vous que l'argument à l'époque était que ce sont des entreprises privées. Je parle des réseaux sociaux. Ce sont des entreprises privées. Ce sont des entreprises privées. Et je suis d'accord avec cela. Les entreprises privées devraient pouvoir. C'est en fait là où je ne suis pas tout à fait d'accord avec Barnes, car son point de vue est que c'est la place publique ou quelque chose comme ça. J'ai oublié comment il s'y réfère. Nous avons en fait eu cette conversation, mais pour moi, je suis presque un absolutiste. Mais si c'est votre entreprise, n'est-ce pas? Écoutez, si vous ne voulez pas servir des gays, faites ce que vous voulez. Si vous voulez ne servir que des gays, si vous voulez ne servir que des noirs ou quoi que ce soit, si vous voulez interdire certains discours, si c'est votre entreprise, je veux dire, faites ce que vous voulez, n'est-ce pas? Mais ce que nous avons découvert avec l'achat de Twitter par Elon Musk, c'est que ce n'est pas ce qui se passe ici, n'est-ce pas? Ce qui se passe, c'est que le gouvernement intervient et efficacement interdisant des discours par la pression, ou à travers cette relation, le capitalisme de copinage, peu importe comment vous voulez l'appeler, avec les plateformes de médias sociaux elles-mêmes. Donc, cela provient du gouvernement. Et bien sûr, les plateformes de médias sociaux, la plupart d'entre elles, sont heureuses d'y participer parce qu'elles adhèrent toutes à ce récit selon lequel il est de leur devoir de censurer parce que ces idées sont dangereuses, n'est-ce pas? Comme si c'était la première fois dans l'histoire américaine que nous avions ce débat. D'accord, continuons. Vous verrez de quoi je parle. Donc, quelque chose pour lequel des individus peuvent être condamnés à une amende ou emprisonnés dans de nombreux autres pays. L'importance de la liberté d'expression en Amérique est profondément ancrée dans l'histoire. En effet, la liberté d'expression et de religion a joué un rôle important dans la conviction des pères fondateurs que l'échange libre d'idées et d'opinions. Un marché libre d'idées, c'est la meilleure façon de décrire cela. Je dois me souvenir de cela parce que je pense que c'est la meilleure façon de décrire cela, un marché libre d'idées. Et regardez, dans un marché libre d'idées, cela va être tout comme une économie de marché libre. Il va y avoir, pardonnez mon français ici, il va y avoir des entreprises de merde, n'est-ce pas? Et tout comme dans un marché libre d'idées, il va y avoir des idées de merde, mais cela ne signifie pas que nous devons avoir un contrôle centralisé. Cela ne signifie pas que nous, juste parce qu'ils sont des entreprises de merde, qui vont faire faillite et les gens vont perdre de l'argent, ils vont perdre des emplois, ils vont faire toutes ces choses. Cela ne signifie pas qu'un meilleur système dans l'ensemble est le contrôle central en Russie communiste où aucune des entreprises ne fait faillite. C'est la même chose avec un marché libre d'idées. Il disait que cela était essentiel au fonctionnement de la société et de notre système politique. Donc, nous commençons par revenir à la liberté d'expression et à la révolution américaine. Le premier amendement, c'est là que la plupart des gens commencent. Du moins, c'est là que je pensais que la liberté d'expression commençait, du moins l'idée aux États-Unis. Et encore une fois, c'est parce que je ne suis pas vraiment bon en histoire. Je ne l'ai pas beaucoup étudié. J'ai définitivement décroché pendant le lycée. Donc, le premier amendement de la Constitution américaine, ratifié en 1791, protège le droit à la liberté d'expression ainsi que la liberté de religion, de la presse, de réunion et de pétition. L'origine de la liberté d'expression et de la liberté religieuse dans l'histoire américaine précoce peut être retracée à l'époque coloniale, et c'est ce que je ne réalisais pas ici. Commençons par le premier point clé à aborder dans cette section. Cependant, dans les premiers jours des colonies, encore une fois, avant la Révolution américaine, la liberté d'expression et la liberté religieuse n'étaient pas toujours garanties. Beaucoup de colonies ont été établies avec une dénomination religieuse spécifique en tête et les dissidents étaient souvent confrontés à de sévères punitions
Donc, vous m'avez entendu dire de nombreuses fois que je pense que la politique aux États-Unis est sans équivoque devenue une religion. Je veux dire, vous pourriez avoir une opinion différente, mais je pense qu'il y a beaucoup de preuves que les gens ont abandonné l'Église en tant que chrétiens ou catholiques ou quoi que ce soit, et ils ont adopté ce nouveau Dieu ou cette nouvelle religion sous une nouvelle forme. Des 10 commandements où vous devez respecter ces règles, et si vous ne le faites pas, nous devrions vous exclure parce que vous blasphémez notre puissance supérieure ou quoi que ce soit, n'est-ce pas? Et rappelons-nous que si nous pouvions remonter le temps jusqu'à ces jours coloniaux où il parle de la colonie de la baie du Massachusetts comme exemple. Ici, c'était une société puritaine où les autorités censuraient régulièrement et punissaient ceux qui s'opposaient à leur loi religieuse stricte. Avançons d'un jour, cela censure les publications et punit ceux qui s'opposent à leur point de vue éveillé. Disons, ceux-ci sont complètement interchangeables. Ou les lois sur le changement climatique, quand vous regardez le transgenrisme, quand vous regardez le récit ou l'hystérie du changement climatique, n'est-ce pas? Vous pourriez dire que c'est exactement la même chose que cette colonie puritaine au début des États-Unis. Donc, cela s'appelait, je pense que je l'ai dit, la colonie de la baie du Massachusetts, où ils faisaient exactement les mêmes choses que ce que fait la foule éveillée aujourd'hui. Et pas seulement la foule éveillée, pratiquement les gens de gauche, si vous voulez appeler cela, les médias grand public, les idiots utiles, les politiciens, les planificateurs centraux, les autoritaires, que c'est leur vision du monde. Ils sont effectivement la version d'aujourd'hui de la colonie puritaine de la baie du Massachusetts. Et pourquoi faisaient-ils cela? Comme si nous pouvions revenir dans cette machine à remonter le temps, comme je le disais, et que nous demandions aux puritains, pourquoi censurez-vous les gens? Pourquoi punissez-vous ceux qui ont une opinion légèrement différente? Que dirait-il? Il dirait exactement la même chose que Kamala Harris et Hillary Clinton, ou les grands publics, les planificateurs centraux, les autoritaires, la même chose qu'ils disent aujourd'hui. Parce que si nous permettons à ces gens de s'exprimer, eh bien, c'est dangereux pour la société. Nous ne pouvons pas permettre à la société d'entendre une opinion dissidente. Non, 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 ce serait contre la religion. Continuons, les parallèles ici sont choquants. Une figure clé du mouvement était Roger Williams, un ministre puritain banni de la colonie de la baie du Massachusetts pour ses opinions dissidentes. Vous savez à quoi cela me fait presque penser? La première personne qui me vient à l'esprit est Brett Weinstein. Je veux dire, c'est la même chose. Ou n'importe lequel des médecins qui avaient des opinions dissidentes pendant le système d'enquête, bien que la liberté d'expression ne soit pas explicitement mentionnée dans les célèbres 27 griefs énumérés dans la Déclaration d'indépendance, les concepts et restrictions liés à la liberté d'expression peuvent être déduits en examinant le langage et le contexte de ces griefs. Regardez ça. Voici où cela devient étrangement similaire. Obstruction de la dissidence publique. Les griefs accusent le gouvernement britannique d'obstruer la dissidence publique et la critique de ses politiques. Quoi? Waouh, celui-là touche vraiment au cœur, n'est-ce pas? Cela suggère une restriction de la capacité des colons à exprimer librement leurs opinions et préoccupations. Waouh, regardez le suivant. Censure et répression. Les griefs impliquent que la couronne britannique a entravé la capacité des colons à s'exprimer en employant la censure et en réprimant les publications. Oh, vous voulez dire comme le gouvernement qui appelle Twitter et dit « Eh, vous devez interdire ces personnes en mode discret » ou « Eh, vous devez expulser ces personnes de votre plateforme ». Exactement ce que faisait le gouvernement britannique. Et oh, au fait, laissez-moi vous rappeler. Qui était du bon côté de l'histoire? Qui était le méchant? Qui était le bon? Voici où l'article aborde ce qui rend le premier amendement unique. Contrairement à la plupart des pays qui ont tendance à adopter une approche plus limitée de la liberté d'expression, le premier amendement adopte une vision large et expansive, offrant de fortes protections pour protéger les droits individuels à s'exprimer librement. Une caractéristique importante du premier amendement est le concept de censure préalable. Dans de nombreux pays,
Le gouvernement a le pouvoir de censurer ou de soutenir la parole de la presse avant qu'elle ne soit publiée ou diffusée, comme sur Twitter, n'est-ce pas? Cependant, le premier amendement impose de fortes limitations à la capacité du gouvernement à pratiquer la censure préalable. Après avoir lu tout cet article ou même lu ces quelques paragraphes, je suis absolument choqué. Les fichiers Twitter ou peu importe ce qu'était ce processus de découverte lorsque Elon a acheté Twitter, je ne peux pas croire que ce ne soit pas plus un problème. Pas seulement avec la gauche, mais aussi avec la droite. Comment n'en parlons-nous pas en ce moment? Comment cela ne peut-il pas être le plus grand problème ou l'un des plus grands problèmes de notre vie? C'est un exemple, c'est une preuve accablante, c'est une preuve concrète que le gouvernement ou ses agences enfreignaient la loi. Ils enfreignaient intentionnellement, ils savaient qu'ils enfreignaient le premier amendement. Je veux dire, comment ces gens ne paient-ils pas le prix? Les personnes qui ont envoyé des emails, vous savez, je ne sais pas si c'était la CIA, le FBI, peu importe ce que c'était. Comment ces gens ne sont-ils pas en prison ou au moins soumis à une sorte de punition? Ou, c'est juste que vous voyez ce que je veux dire. Comment cela ne peut-il pas être un problème plus important? Je veux dire, cela, à mon avis, et je n'étais pas là pour le Watergate, mais cela semble 100 fois plus grand que le Watergate. Encore une fois, laissez-moi lire cette dernière phrase. Cependant, le premier amendement impose de fortes limitations à la capacité du gouvernement à exercer une censure préalable. C'est exactement ce qu'ils font avec Twitter. Nous avons la preuve de cela. Donc, la conclusion ici est la façon dont c'est écrit dans notre Constitution. Il penche du côté de la liberté plutôt que du contrôle. Si vous pouvez retenir une chose de toute cette vidéo en ce qui concerne l'élection, demandez-vous simplement quel parti penche du côté de la liberté et quel côté penche vers le contrôle en matière de censure, de liberté d'expression, de désinformation, de désinformation. Peu importe comment vous voulez l'appeler. Donc maintenant, ils abordent une autre chose à laquelle je n'avais jamais vraiment pensé. Comment la liberté d'expression a-t-elle contribué à faire progresser les États-Unis? Donc quand je pense à la liberté d'expression, j'y pense toujours d'une certaine manière les droits d'un individu en tant qu'Américain, mais je ne l'ai pas, il faut l'admettre, je n'y ai pas vraiment pensé en me disant, d'accord, qu'est-ce qui n'aurait peut-être pas eu lieu aux États-Unis sans la liberté d'expression dans le mouvement des droits civiques, Martin Luther King Jr., utilisé, ou excusez-moi, des activistes américains tels que MLK Jr. ont utilisé leur droit à la liberté d'expression pour plaider en faveur de l'égalité raciale et pour contester les lois et politiques discriminatoires. La marche sur Washington pour l'emploi et la liberté en 1963 a été un moment clé du mouvement des droits civiques. Elle a été organisée par une coalition d'organisations de droits civiques, y compris la Conférence des dirigeants chrétiens du Sud et l'Association nationale pour l'avancement des personnes de couleur. Elle a attiré 200 000 participants pacifiques. Lors de cet événement, MLK Jr. a prononcé le célèbre discours I Have a Dream. La marche était un puissant exemple de la manière dont le premier amendement permettait une expression pacifique. Et ici, des opinions dissidentes. Je sais qu'il est difficile pour nous de nous mettre dans l'état d'esprit de ce à quoi le débat aurait ressemblé à l'époque, parce que c'est différent aujourd'hui. Mais pensez faites cet exercice de pensée, si vous pouviez prendre une machine à voyager dans le temps et revenir au début des années 1960, l'argument pour censurer MLK Jr. aurait été exactement la même chose que l'argument pour censurer Alex Jones. Et je sais que les gens vont s'énerver. Je ne compare pas Alex Jones à MLK. Je dis juste que l'argument pour censurer ces deux personnes aurait été très, très similaire. Que nous devons censurer la personne XXXZ parce que ses idées sont dangereuses. Nous devons censurer MLK Jr. parce que ses idées sont dangereuses. Encore une fois, je ne compare pas les idées de Jones avec celles de MLK. Vous pouvez avoir ce débat par vous-même, mais encore une fois, l'argument pour censurer serait exactement le même.
Cela revient toujours aux planificateurs centraux, aux autoritaires qui veulent usurper ce pouvoir et ce contrôle. Et en utilisant l'excuse, en le faisant sous le prétexte de « Eh bien, nous faisons cela pour votre protection, c'est pour votre propre bien ». Faites-moi confiance, vous êtes un adulte, mais nous allons vous traiter comme un nourrisson parce qu'en secret, c'est ce que nous croyons que vous êtes. En fait, nous ne croyons même pas que vous êtes un nourrisson. Nous croyons que vous êtes subhumain. Nous croyons que vous faites partie d'une classe de personnes qui est inférieure aux planificateurs centraux et à l'élite mondiale. Cela revient vraiment. Une fois que vous étudiez ces choses, cela revient vraiment à, vous savez, je l'appelle le culte malthusien, ce qui est tout à fait juste, mais c'est aussi le culte eugéniste, parce que quelle est la vision fondamentale de quelqu'un qui croit en l'eugénisme? C'est simplement qu'il y a des gens qui sont tout simplement inférieurs à d'autres, littéralement. Inférieurs, vous savez, pas en fonction de leur caractère, non, simplement en fonction de la couleur de leur peau ou de la taille de leur tête ou quelque chose comme ça, n'est-ce pas? Et donc, ces personnes, ces gènes devraient simplement être complètement éradiqués. Vous savez, nous attribuons cela principalement aux gars qui dirigeaient l'Allemagne dans les années 1930. Vous savez exactement de quoi je parle. D'où a-t-il tiré la plupart de ces idées? Il les a obtenues auprès de scientifiques aux États-Unis. Et en fait, un président dont nous allons parler ici dans un instant était, disons, infâme pour ses vues sur l'eugénisme. Mais si vous pensez à ce que cette vision implique, c'est une vision de planification centrale, parce que la planification centrale, leur thèse principale est, eh bien, nous, les gens intelligents, devons tout contrôler parce que nous ne pouvons tout simplement pas laisser cette économie. Nous ne pouvons pas la confier aux idiots parce qu'ils sont si stupides, ils vont juste tout faire exploser ou tout gâcher. Et en fait, c'est comme Thanos l'a dit. Dans le film des Avengers, il y a juste trop de bouches et pas assez de ressources. Vous voyez, encore une fois, c'est pourquoi la vision malthusienne et la vision eugéniste sont presque, c'est comme du beurre de cacahuète et de la confiture, n'est-ce pas, d'une manière très troublante. Et c'est ainsi que nous conquérons cela et comment nous vainquons ces mauvaises idées du malthusianisme ou de l'eugénisme. Vous connaissez la chute, la liberté d'expression. La liberté d'expression, parce que c'est ce qui permet aux personnes ayant des opinions dangereuses comme MLK de s'exprimer et de prononcer ces discours qui sont maintenant iconiques, qui changent littéralement le cours de l'histoire. Ce n'est pas seulement des droits civiques ici, anti-guerre, et cela touche vraiment à cœur maintenant à cause de tout ce que nous avons vu. Ça devient un peu moins hystérique aujourd'hui qu'il y a quelques années, mais rappelez-vous quand la Russie a envahi l'Ukraine, je veux dire, c'était complètement fou. Si vous n'étiez pas pour la Troisième Guerre mondiale, alors vous étiez essentiellement considéré comme un terroriste américain ou domestique, n'est-ce pas? C'est ainsi que vous étiez traité. Si vous n'aviez pas ce drapeau ukrainien sur votre fil Twitter, je veux dire, vous pourriez aussi bien être licencié de votre emploi parce que vous ne le méritez pas d'avoir un toit au-dessus de votre tête. Je veux dire, c'est littéralement ainsi que les gens pensaient et c'est tellement ironique que nous ayons en fait utilisé cette loi à notre avantage pour parler contre la guerre du Vietnam, la guerre du Vietnam, et maintenant la même mentalité. La mentalité des faucons de la guerre essaie de réprimer la parole une fois de plus, surtout il y a quelques années autour de DeSantis, une opinion dissidente et peut-être éviter la Troisième Guerre mondiale. Le gouvernement, c'est une guerre du Vietnam. Les tentatives du gouvernement de réprimer la dissidence ont conduit à des affaires judiciaires qui ont élargi davantage le champ des protections de la liberté d'expression. Les opposants à la guerre ont utilisé leur droit à la liberté d'expression pour exprimer leur dissidence. Et encore une fois, j'aimerais vous rappeler qui était du bon côté de l'histoire en ce qui concerne la guerre du Vietnam. Et voici un autre élément qui est tellement ironique. À l'époque, les médias, croyez-le ou non, étaient du côté de la liberté d'expression. On pourrait penser que ce serait exactement la même chose aujourd'hui, mais dans ce monde fou, à l'envers et pervers dans lequel nous vivons,
Les médias sont le principal opposant à la censure, ou le principal auteur, le principal promoteur. Je suppose que c'est le meilleur mot de la censure. Je suppose opposant. Ce sont eux qui poussent cela. Revenons à l'article ici. Les médias ont joué un rôle significatif dans l'amplification des sentiments anti-guerre. Les journalistes exercent le droit à la liberté d'expression en rapportant les réalités de la guerre. Vous voulez dire les réalités de la guerre, comme la Russie faisant exploser son propre pipeline? Est-ce de cela dont nous parlons ici? Rappelez-vous, c'est comme s'il y avait un script. Et je ne sais pas qui écrit ce script. Je ne sais pas si c'est Klaus, je ne sais pas si c'est quelqu'un, je ne sais pas ce qui se passe ici, je ne sais pas si c'est le publiciste du Forum économique mondial, mais il y a un script. Et cela existe depuis 2020, qui est envoyé à tous ces politiciens qui font partie du club malthusien eugéniste. Et ils disent, voici comment vous devez formuler cet argument, et voici les mots spécifiques que vous devez utiliser. Rappelez-vous, nous avons commencé à voir cela avec la maladie Servasius, où vous allumiez la télévision et Ursula disait exactement la même chose que Trudeau, et pas même le même concept. Par exemple, je suis bon ami avec Brent John. La plupart d'entre vous le savent, et nous avons une vision très similaire sur le dollar, mais similaire, mais ce n'est pas identique. Il y a certaines choses où j'expliquerai quelque chose très différemment de Brent, et il y a certaines choses que je vois simplement. Je vois les choses d'une manière différente. Je veux dire, ce ne sont que deux personnes ayant une opinion, n'est-ce pas? La conclusion est la même, mais nous y parvenons de manière très différente. Donc, si je devais vous expliquer pourquoi je pense que le dollar va, que la probabilité la plus élevée est que le dollar monte plutôt que descende, je vous expliquerai cela d'une manière très, très différente de celle de Brent. Mais si je vous l'expliquais d'une manière qui n'était pas seulement similaire, mais identique, littéralement, mot pour mot, vous devriez vous asseoir et regarder cela et dire « c'est étrange ». C'est presque comme si ce n'était pas leur opinion. C'est presque comme s'ils répétaient simplement l'opinion de quelqu'un d'autre. Et c'est comme un script qu'on leur a donné. Et c'était identique avec la maladie de Servasius. C'était identique avec la Russie, l'Ukraine. Je veux dire, regardez simplement les 4 dernières années et ces autoritaires et planificateurs centraux ont été précis sur tout comme s'ils lisaient un script. Et que fait les médias traditionnels? Les journalistes qui étaient ceux qui défendaient la liberté d'expression, ce sont eux qui étaient prêts à prendre une balle pour la liberté d'expression. Ceux qui étaient prêts à mourir sur cette montagne, ce seul enjeu de la liberté d'expression. Maintenant, le monde est si bizarre que les journalistes sont ceux qui sont en faveur de la censure. Ils sont les opposants à la liberté d'expression. Je veux dire, c'est absolument incroyable. L'utilisation de la liberté d'expression par le mouvement anti-guerre comme moyen de protestation et de plaidoyer a eu un impact profond sur l'opinion publique et la politique. Encore une fois, c'est comme disent les partisans du Bitcoin, la liberté d'expression résout cela. Les attaques contre la liberté d'expression dans l'histoire américaine, un exemple important de censure s'est produit pendant la Première Guerre mondiale. La Première Guerre mondiale. C'est là que vous pouvez un peu mettre le chapeau en aluminium ici. Laissez-moi revenir. Faisons en fait une petite enquête CSI ici. Première Guerre mondiale, qui était président en 18. Regardons cela. Oh, regardez ça. Woodrow Wilson, un homme qui, comme vous le verrez, faisait de son mieux pour censurer les personnes ayant un avis dissident. Maintenant, regardons cela rapidement. Je veux dire juste quelques titres ici. Le président Woodrow Wilson, un raciste darwinien eugéniste, c'est la première chose qui apparaît sur Google. Voici la Fondation pour l'éducation économique. Woodrow Wilson, le soi-disant progressiste, était un raciste dévoué. Washington Post, les libéraux qui aimaient l'eugénisme. Woodrow Wilson soutenait la science de l'eugénisme. Vous voyez où je veux en venir? Ce sont les mêmes personnes qui ont cette vision de la planification centrale qui, au fond, est « je suis meilleur que vous ». Je suis supérieur
Je ne suis pas juste meilleur que vous, je suis supérieur à vous, vous êtes inférieur à tous égards. Et donc, c'est mon droit divin. Non seulement de vous retirer tout pouvoir et de vous rendre effectivement un sujet, mais c'est aussi mon droit divin de vous éradiquer de la terre si je pense que vous consommez trop de ressources, car nous devons préserver ces ressources pour les personnes qui sont supérieures. Nous devons empêcher certaines de ces ressources, rares d'être consommées par les personnes qui sont inférieures. C'est le principe de la planification centrale. C'est le principe de l'autoritarisme, et c'est simplement, sous sa forme scientifique, c'est l'eugénisme. Alors, pourquoi diable, si vous aviez cette vision du monde selon laquelle vous et les personnes autour de vous êtes supérieurs, seriez-vous alors en faveur de la censure? Et bien sûr, vous penseriez qu'un marché libre des idées est une mauvaise chose, ce qui est exactement la position que Woodrow Wilson a pris. Revenir article, l'instance importante de censure s'est produite pendant la Première Guerre mondiale lorsque le Congrès a adopté la loi sur l'espionnage. Cette législation constituait une menace directe pour le premier amendement en criminalisant tout acte pouvant inciter à la rébellion ou entraver le recrutement de soldats. Donc, à première vue, vous savez, un normie qui n'a pas vraiment étudié l'histoire pourrait dire « d'accord, ouais, peu importe ». Il ne réaliserait pas à quel point c'était une pente glissante et comment cette loi pourrait être utilisée pour écraser complètement, détruire les droits individuels. Continuons. De plus, le directeur général des postes a reçu le pouvoir de censurer certaines formes de communication qui prônaient la résistance aux lois américaines. Eugene Debs, un leader syndical éminent et une figure politique socialiste, a été arrêté et condamné en 1918 en vertu de la loi sur la sédition, qui a étendu la loi sur l'espionnage. Qui a étendu, n'est-ce pas, la loi sur l'espionnage? Il a été condamné à 10 ans de prison pour avoir prononcé, écoutez bien, un discours anti-guerre, critiquant la gestion de la Première Guerre mondiale par le gouvernement. Merci, Woodrow Wilson. Bon travail. Je ne m'attendrai à rien de moins d'un eugéniste. Et puis, ironiquement, les gens, le public américain, pensent que Woodrow Wilson était un grand gars, un grand président. Genre, tu rigoles, ce gars était le déchet de notre société. Et puis, ironiquement, si vous demandez au public américain ce qu'il pense de Warren Harding, ils diront qu'il était terrible. Il n'a tout simplement rien fait. Eh bien, il a fait une chose. Et l'une des premières choses qu'il a faites a été de commuer sa peine. Comment l'appelle-t-il? Ils ont pardonné. En effet, d'après ce que je comprends, Warren Harding a pardonné Eugene Debs et lui a permis de sortir de prison parce que Harding savait que c'était totalement non seulement immoral, mais aussi anti-américain, que lui, Eugene Debs, qu'on l'aime ou qu'on le déteste, peu importe, il avait le droit, surtout en tant que politicien bon sang, de dire ce qu'il voulait, peu importe, s'il était en désaccord. La façon dont les eugénistes géraient la Première Guerre mondiale. Et au fait, c'est très, très suspect. Disons qu'un des éléments clés du malthusianisme est que nous devons avoir des guerres, nous devons avoir des famines. C'est un phénomène naturel. Et bien que, vous savez, cela soit un peu désagréable à court terme, à long terme, c'est fantastique car cela éclaircit le troupeau, n'est-ce pas? Et qui envoyez-vous sur les lignes de front? Au fait, envoyez-vous les planificateurs centraux et les autoritaires? Envoyez-vous les gens supérieurs? Non, bien sûr que non. Vous envoyez les classes inférieures, vous envoyez les plébéiens, vous envoyez les gens inférieurs. Et il se trouve que c'est plutôt pratique que ces personnes aient tous les mauvais gènes. Ils ont les gènes inférieurs. Et nous les envoyons juste sur les lignes de front pour se faire massacrer, pendant que toutes les personnes avec de bons gènes sont chez elles à siroter du champagne, à manger du filet mignon et du caviar. Cela vous fait un peu réfléchir et dire Je me demande quelle était la véritable motivation de la guerre. Était-ce la liberté, la défense de la Constitution, ou était-ce pour éclaircir le troupeau? Je vous laisse en juger, la peur rouge.
Donc, le macartisme, dirigé par le sénateur Jones McCarthy, la nation était saisie par la peur et la suspicion d'une infiltration communiste. En conséquence, les libertés civiles ont été piétinées. Et voici un autre exemple de où les personnes qui défendaient la liberté d'expression, ou dans ce cas, qui étaient persécutées pour leurs opinions, sont maintenant les mêmes personnes qui essaient de persécuter d'autres. Pour avoir un avis dissident, et au fait, le point de vue dissident d'aujourd'hui a été prouvé vrai encore et encore et encore et encore et encore. C'est comme je le dis, la vérité d'aujourd'hui. C'est la désinformation d'hier. Revenons à l'article. Un des exemples les plus flagrants de censure pendant le deuxième macartisme était la création de la célèbre liste noire d'Hollywood. Est-ce différent aujourd'hui? Je veux dire, nous n'avons pas littéralement de liste noire, ou nous n'avons pas explicitement de liste noire, mais implicitement. N'est-ce pas? Je veux dire, demander à quiconque à Hollywood, qui travaille à Hollywood, s'il est autorisé à être un supporter de Trump et combien d'emplois ils obtiendraient à l'avenir s'ils sortaient du placard en tant que personne qui ne votait pas pour Kamala Harris et les planificateurs centraux. Ils sont finis. Ils sont finis. Et je sais que je continue à rabâcher, mais je veux vraiment que vous passiez en revue ces exemples et que vous vous posiez la question. Parce que je suis sûr que beaucoup de gens qui n'étudient pas l'histoire pensent qu'ils peuvent être persuadés de voir les avantages dans la censure, mais quand vous revenez et regardez cela à travers ce prisme et que vous vous demandez, d'accord, Eric, d'accord, je vois un peu leur argument, mais mon Dieu, nous avons beaucoup d'exemples de cela à travers l'histoire. Et n'est-il pas intéressant que 100% du temps, les personnes qui étaient en faveur utiliser leurs phrases ici parce que c'était fabuleux, qui piétinaient les libertés civiles, se sont toujours révélés être les méchants et se sont toujours révélés être du mauvais côté de l'histoire. Ainsi, les sympathies communistes suspectées ou le refus de coopérer ont été systématiquement mises sur liste noire, mettant effectivement fin à leur carrière. Ce climat de peur et d'intimidation a forcé de nombreux cinéastes, acteurs et écrivains à se conformer aux sentiments anticommunistes dominants ou à rester silencieux, étouffant l'expression créative et la libre pensée. Et j'aime comment ils utilisent le mot climat ici parce que ce serait exactement la même chose si vous disiez ce truc de changement climatique, je veux dire, je comprends, mais je ne sais pas. Peut-être que cela ne vaut pas la peine de tuer la moitié de la population mondiale juste pour empêcher les gens ou juste pour empêcher l'océan d'augmenter de 0,5 degrés ou quelque chose comme ça. Et vous recevez le même traitement, n'est-ce pas? Vous seriez intimidé. Vous devriez vous faire silence. Vous devriez vous excuser 500 fois. Il suffit de subir cette réprimande verbale de tout le monde autour de vous sur à quel point vous êtes une mauvaise personne parce que vous croyez qu'il n'y a que deux genres. Regardez ça. Celle-ci, je la trouvais incroyablement profonde. Le milieu académique a également rencontré des défis significatifs pendant le deuxième macartisme. Les professeurs et le personnel universitaire ont été soumis à des serments de loyauté et des enquêtes sur leurs croyances politiques. Quand la Russie a envahi l'Ukraine, qu'est-ce que c'était? Qu'est-ce que c'était que de mettre le drapeau sur votre fil Twitter ou votre profil Twitter ou peu importe? C'était un serment de loyauté, exactement la même chose. Ce qui est vraiment choquant, ce sont les gens qui font cela, vous savez, qui doivent se lever et dire « Oh, juste pour que vous sachiez, je veux être très, très clair que j'ai ce symbole sur mon fil Twitter montrant que je ne suis pas raciste ou montrant que je soutiens l'Ukraine. » Vous avez tout cela. Effectivement, un signalement de vertu aujourd'hui. Et c'est exactement le même non-sens que nous avons vu juste avec, au lieu de peu importe la tendance du moment. À l'époque, c'était le communisme, c'était le croque-mitaine. Nous entrons maintenant dans la liberté d'expression, à l'époque de Jim Crow et la lutte pour les droits civiques. Un exemple marquant est celui des Freedom Riders. Je n'avais jamais entendu parler de ces personnes. J'ai vraiment apprécié cette partie de l'article. Un exemple marquant, encore une fois,
est celui des Freedom Riders, un groupe d'activistes qui vise à contester la ségrégation raciale dans les bus inter-États et dans les terminaux de bus. La première chose qui m'est venue à l'esprit en voyant les Freedom Riders, c'est les camionneurs. Les camionneurs canadiens, le gouvernement de l'État de l'Alabama, dirigé par le gouverneur John. Malcolm Peterson a fait des efforts pour empêcher les Freedom Riders d'entrer dans l'État et de perturber leur activité. Je devais souligner cela. Revenons en arrière. Les Freedom Riders, comprenant à la fois des activistes afro-américains et blancs, se sont rendus en Alabama en mai 1961 dans le cadre de leur voyage à travers le Deep South. Les camionneurs canadiens, exactement les mêmes. À leur arrivée, ils ont été confrontés à une opposition violente de la part de suprémacistes blancs. Eh bien, les camionneurs canadiens ont été confrontés à l'opposition des planificateurs centraux, Justin Trudeau lui-même, ce qui serait la version des années 1960 de ce gouverneur, John, Malcolm Peterson. Nous pourrions aussi appeler John, Justin pour Justin Trudeau. Ils ont fait la même chose. Ils ont rencontré une opposition violente des suprémacistes blancs et la résistance des autorités locales. Le gouvernement de l'État de l'Alabama, dirigé par Justin Trudeau, a fait des efforts pour empêcher leurs Freedom Riders d'entrer dans l'État et de perturber leur activité, la liberté d'expression dans les universités. Et vous savez comment cela a été complètement inversé. La liberté d'expression est particulièrement cruciale dans le contexte des universités, où la quête de la connaissance, la pensée critique et la croissance intellectuelle sont primordiales. C'est presque comme si nous vivions dans ce monde opposé. C'est comme cet épisode de Superman, où il y avait un Superman d'un univers parallèle qui était en fait un méchant. Cela, c'est ce dans quoi nous vivons aujourd'hui. Les universités et les collèges devraient être des bastions de la libre expression, favoriser un environnement où des idées diverses et non des idées monolithiques peuvent s'épanouir et où les étudiants peuvent participer à des débats robustes et remettre en question leurs préjugés et élargir leurs horizons intellectuels. Ça me semble bien, encore une fois, la liberté d'expression résout cela. Au lieu de favoriser le débat et critique, la censure impose un effet dissuasif sur le discours intellectuel. La conformité, c'est inquiétant, n'est-ce pas? Où les individus hésitent à exprimer leurs opinions par crainte de représailles ou d'être étiquetés comme politiquement incorrects. Et c'est ici qu'ils font référence à ce qui sont en fait les phénomènes d'aujourd'hui, si vous voulez l'appeler ainsi. En 2020, une enquête du Cato Institute montre que 62% d'Américains ont des opinions politiques qu'ils ont peur de partager. Les attaques contre la liberté d'expression sur le campus sont souvent justifiées par la nécessité de créer un espace sûr et inclusif pour tous les étudiants. Les partisans de la censure soutiennent qu'il existe certaines idées ou formes d'expression qui peuvent être nuisibles. Le même argument exact que les colonies, que la tradition puritaine, aurait avancé avant la Révolution américaine. Et le même argument exact que tous les suprémacistes blancs auraient avancé pour censurer MLK Jr., le même argument exact que Woodrow Wilson aurait avancé contre Eugene Debs. Le même argument exact que les politiciens ou les planificateurs centraux auraient avancé contre les personnes protestant contre la guerre du Vietnam, le même argument que Justin Trudeau a avancé contre les camionneurs et le même argument que son homologue du Ku Klux Klan, le gars qui dirigeait l'Alabama, a fait en 1961, peut-on dire du mauvais côté de l'histoire. Pourquoi la liberté d'expression est-elle si importante? La liberté d'expression se distingue comme le sang vital d'une société véritablement libre, un pilier fondamental que nous devons défendre avec ferveur. C'est à travers l'échange ouvert d'idées, même celles avec lesquelles nous sommes fortement en désaccord. Et c'est essentiel que la base de la liberté d'expression est de protéger les personnes ayant de mauvaises idées par la loi. C'est pour protéger un discours qui est détestable. C'est pour protéger les personnes avec lesquelles vous n'êtes pas d'accord
La liberté d'expression ne signifie pas que nous devrions permettre à tout le monde de dire ce qu'il veut tant qu'ils sont d'accord avec le récit dominant, les eugénistes, les malthusiens, les autoritaires et les planificateurs centraux. Ce n'est pas ce que signifie la liberté d'expression. Cela favorise le progrès, remet en question les systèmes oppressifs et protège nos libertés. Le marché des idées prospère sur la notion que la meilleure façon de combattre les mauvaises idées n'est pas par la censure, mais par l'exposition, le débat et le discours raisonné. C'est pourquoi je suis un électeur à un seul sujet. Et c'est pourquoi je vote pour Donald Trump, même si je ne l'aime pas vraiment. Parce que s'il va défendre la censure ou le faire d'une manière qui est même meilleure que l'autre côté, qui défend ouvertement la censure, alors ce n'est pas vraiment une décision. C'est facile, c'est une évidence. Je vais défendre la liberté d'expression, parce qu'à la fin de la journée, vous savez que vous serez du bon côté de l'histoire. Vous savez que vous combattez les, d'accord, les méchants, et vous savez que c'est la position éthique, et comme le disent les adeptes du Bitcoin, peu importe ce qui vous préoccupe aujourd'hui, et il y a beaucoup de choses à craindre et à stresser, la liberté d'expression résout cela. D'accord, les gars, profitez de votre journée. Je ne dis pas ça d'habitude, mais soyez prudents, surtout si vous vivez à Portland, Seattle, New York ou dans des endroits comme ça. Et on se voit dans la prochaine vidéo.